On dit que la trahison donne toujours des signes avant d'arriver. Ce dimanche de Pâques, j'ai compris que c'était vrai. C'était un dimanche de Pâques, comme je les aimais. Toute ma famille était là, réunie autour de la grande table en chêne. Ma fille Béatrice, ma petite fille Isabelle, mon fils cadet avec sa femme et leurs enfants, et Hugo, celui qui avait su redonner un peu de lumière après la mort de Pierre. Je regardais leurs visages et je me disais qu'après toutes ces années d'hiver, j'avais encore une place, une raison d'exister. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais presque heureuse. Hugo me prenait parfois la main, comme pour me rappeler qu'il était fier d'être assis à cette table. Béatrice souriait par politesse, Isabelle tapotait sur son téléphone, et les plus petits riaient, sans comprendre la tension flottante. Mais je refusais de gâcher cette journée en cherchant des ombres où il n'y en avait peut-être pas. J'avais envie de croire qu'à 65 ans, j'avais encore droit à un peu de tendresse. Le gigot d'agneau cuisait lentement. Je remplissais les verres. Je remerciais Dieu en silence pour cette paix fragile. Hugo parlait avec mon fils, riait avec Isabelle, et j'ai senti un pincement doux. Je pensais qu'il avait réussi à se faire accepter, que cette fois, j'avais bien fait d'ouvrir ma porte. Puis, sans le vouloir, mon regard est tombé sur son téléphone, posé près de son assiette. L'écran s'est allumé d'un coup. Un message venait d'arriver. Et en une seconde, j'ai compris que tout ce bonheur n'était qu'un décor prêt à s'effondrer. J'ai hâte d'être dans tes bras ce soir. Pendant quelques secondes, je suis restée immobile, incapable de détourner les yeux. L'écran s'était éteint, comme si le téléphone voulait me laisser le doute. Mais les mots étaient encore gravés dans ma mémoire, plus cruels qu'une gifle. Dans tes bras ce soir. Je me suis demandé à qui ils étaient adressés. Qui attendait Hugo pendant que moi, je croyais encore à ses sourires. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que Béatrice le remarque. Je me suis forcée à lever la tête, à sourire comme si de rien n'était. Les rires autour de moi me paraissaient lointains, presque faux. Je pensais à Pierre, à ce qu'il aurait dit s'il avait été là. Peut-être qu'il m'aurait prévenu, peut-être qu'il aurait vu ce que je refusais de voir. Hugo continuait à parler avec mon fils, la voix égale, le regard tranquille. Je l'ai observé comme on observe un inconnu. Son visage m'a soudain semblé différent, plus froid. J'ai cherché dans ma mémoire s'il m'avait déjà menti ainsi, et je me suis rendu compte que je ne voulais pas connaître la réponse. Isabelle s'est penchée vers lui pour lui montrer quelque chose sur son téléphone. Il a souri, l'air parfaitement à l'aise. Moi, j'avais envie de me lever, de crier, de le chasser de ma maison. Mais je suis restée là, paralysée par une honte que je ne comprenais pas encore, comme si c'était moi qui avais trahi quelqu'un. Quand j'ai pris mon verre pour boire, ma main tremblait tant que quelques gouttes de vin ont taché la nappe. Personne ne semblait remarquer. Et c'était peut-être ça, le pire. Être la seule à sentir que ma vie venait de se fissurer, en silence. Je n'ai pas osé toucher le téléphone. Juste ce message, aperçu une seconde, suffisait à me retourner l'estomac. J'ai reposé mes mains sur mes genoux, essayant de respirer. Autour de moi, personne ne semblait avoir remarqué. Hugo s'est penché vers moi, un sourire tendre accroché aux lèvres. Il m'a effleuré la joue d'un baiser. « Tu es toute pâle. Tu veux aller t'allonger ?» Sa voix douce me donnait envie de hurler. Comment pouvait-il me regarder ainsi, après ce que je venais de lire? Mon cœur battait trop vite. Béatrice parlait à Hugo, posant une main sur son avant-bras pour attirer son attention. Il s'est tourné vers elle avec un rire léger, et pendant une seconde, j'ai cru voir passer un regard que je ne comprenais pas. Mon ventre s'est serré. Isabelle a levé les yeux de son portable et a lancé à Hugo une blague que je n'ai pas saisie. Il a ri, penché vers elle, comme s'il partageait un secret. Mon esprit s'est emballé. Et si je me trompais? Et si c'était mon chagrin qui me rendait paranoïaque? Pourtant, je sentais un frisson glacé courir le long de ma nuque.
J'ai cherché le regard de Béatrice, mais elle l'a détourné aussitôt. Ses joues étaient rouges, ses doigts crispés sur sa serviette. Isabelle, elle, riait encore, la main posée sur le bras d'Hugo. Tout en moi criait qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Je n'avais plus faim. Tout ce déjeuner me paraissait soudain faux, comme une scène répétée trop de fois. Je me suis demandé si j'avais perdu l'esprit, si la solitude m'avait rendu incapable de faire confiance. Mais au fond, une certitude commençait à grandir. Je n'étais pas folle. Je ne savais plus comment rester à table sans hurler. Chaque seconde me donnait l'impression d'étouffer. J'ai senti mes doigts s'enfoncer dans la nappe, juste pour ne pas trembler. Mon fils m'a regardé avec étonnement, le front plissé. « Maman, ça va ?» Sa femme, elle, retenait les enfants qui couraient autour du buffet, trop jeunes pour comprendre la tension. J'ai pris une grande inspiration et me suis levée d'un geste brusque. Béatrice a relevé la tête, surprise. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai planté mes yeux dans les siens, le cœur battant si fort qu'il me faisait mal. « Viens avec moi. » Ma voix était froide, presque étrangère. Même Hugo a cessé de parler, comme s'il sentait qu'il se passait quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Je l'ai entraîné dans la cuisine, refermant la porte derrière nous. Mon ventre se tordait de colère et de honte. Je me suis approchée d'elle, assez près pour qu'elle sente que je ne reculerai plus. « Tu vas me dire la vérité. Qui attend Hugo ce soir? Qu'est-ce que tu sais ?» Béatrice a pâli. Ses mains se sont serrées l'une contre l'autre. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Sa voix tremblait. Elle fixait un point imaginaire sur le carrelage, comme si mes questions la blessaient. Pendant une seconde, j'ai eu envie de la gifler, de hurler que je n'étais pas folle. Mais je me suis retenue. Je me suis redressée, la respiration courte. « Très bien. » Ma voix sonnait dure, glaciale. « Ne dis rien. Mais sache que je vais découvrir la vérité et que je ne pardonnerai pas. » Je suis sortie sans attendre sa réponse. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Je suis revenue dans la salle à manger avec le sentiment qu'on venait de m'arracher quelque chose. La conversation avait repris, plus basse, comme si tout le monde essayait de faire semblant. Je me suis assise, le regard perdu, tandis que mon fils me lançait un coup d'œil inquiet. Hugo m'a souri, un de ces sourires qui m'avaient séduite. Mais cette fois, je n'y ai vu qu'un masque. Je me suis forcée à respirer, et les souvenirs sont revenus comme des lames. Le parfum floral sur le col de sa veste, un matin où il prétendait qu'il avait aidé une voisine à porter ses sacs, le foulard beige retrouvé sur la banquette de sa voiture, les factures d'hôtel payées avec ma carte, qu'il expliquait toujours par « une réservation annulée ». J'ai pensé au soir où il rentrait tard, l'air épuisé, sans jamais vraiment dire où il était. Au week-end soi-disant passé en mission photo, dans le sud. À ce regard qu'il avait parfois quand il croyait que je ne le voyais pas, un mélange de pitié et de condescendance. Je me suis demandé comment j'avais pu être aussi aveugle, si c'était la solitude qui m'avait rendue prête à tout accepter, si, après la mort de Pierre, je m'étais convaincue que n'importe quel amour valait mieux que le vide. Peut-être que je n'avais pas voulu savoir, simplement parce que je ne supportais plus d'être seule dans cette maison trop grande. Une colère sourde a gonflé dans ma poitrine. Je l'ai regardé, lui, Hugo, en train de plaisanter avec Isabelle, comme si de rien n'était. Et je me suis fait une promesse. Plus jamais je ne fermerai les yeux, même si la vérité devait me briser. Après le déjeuner, je suis restée longtemps assise dans ma chambre, la porte fermée. J'ai posé la main sur la photo de Pierre, celle qu'on avait prise à Dinard, un été où je croyais que rien ne pouvait nous arriver. Il souriait, les bras autour de mes épaules. À cet instant, j'ai compris que c'était sa voix qui me manquait le plus. Cette façon qu'il avait de dire « Ma Madeleine, fais-toi confiance ». 5 ans plus tôt, je l'avais accompagné jusqu'au bout,
La maladie avait été longue, cruelle, et j'avais cru que j'allais mourir avec lui. Pendant des mois, ma vie s'était réduite à l'odeur des médicaments, au bruit des machines, à l'attente. Et quand tout s'est arrêté, je n'ai pas su quoi faire de mes journées, ni de mon cœur. Le vide qu'il avait laissé était immense. Une maison trop grande, un lit trop froid, un silence plus lourd que la mort elle-même. Même l'argent qu'il m'avait laissé me paraissait inutile. Rien n'achetait la chaleur d'une main posée sur la mienne. Je me suis demandé si Hugo avait senti cette faiblesse, si c'était ce vide qu'il était venu combler. Je croyais que c'était de l'amour. Peut-être que ce n'était qu'un instinct de survie, une façon de ne pas sombrer. Mais au fond, je savais que Pierre n'aurait pas voulu me voir mendier l'affection de quelqu'un qui ne me respectait pas. En caressant la photo, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Tu me manques », ai-je murmuré. Et c'était la seule vérité qui ne me ferait jamais douter. Je ne pense pas avoir bien supporté la perte de Pierre. Au bout d'un moment, mes amis venaient de moins en moins. Les enfants aussi ont repris leurs habitudes. Et je me suis retrouvée de plus en plus seule, à la maison. Malgré cela, je continuais à me réveiller chaque matin, à me peigner et à me parfumer un peu. Peut-être par fierté. Ou parce qu'au fond, j'espérais encore que quelqu'un remarquerait mon existence. Je me suis souvenue du premier jour où il était apparu. 2 ans plus tôt. Il photographiait une propriété voisine, mise en vente. Il avait son appareil autour du cou, et ce sourire tranquille qui vous désarme. Il m'avait salué d'un ton si poli que j'en avais eu les larmes aux yeux. Je crois que j'ai voulu voir en lui un signe. Quelqu'un qui venait remplir le vide, même pour un moment. Il avait 15 ans de moins, et pourtant, il savait écouter mes histoires, sans lever les yeux au ciel. Il me parlait avec une attention qui ressemblait à de l'affection. Et, sans que je comprenne comment, je me suis habituée à ses visites, à sa voix qui rompait le silence, à la façon dont il posait sa main sur mon bras en parlant, comme si ce geste voulait dire que je comptais encore pour quelqu'un. La première fois qu'il m'a embrassée, c'était un soir d'avril. Il m'a dit que j'étais la plus belle partie de cette maison. Quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai ressenti un profond frisson, un désir que je croyais avoir oublié. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Il est resté avec moi, dans mon lit trop grand. Ses mains exploraient ma peau avec une patience presque tendre, comme si chaque geste voulait effacer les années. Quand il m'a prise contre lui, j'ai senti mon corps revivre, se rappeler qu'il avait encore le droit d'être touché, aimé. J'ai fermé les yeux, le cœur battant, et j'ai pensé que je n'avais plus 65 ans. Tout est allé vite après ça. Il venait chaque jour, déposait un baiser dans mon cou, remplissait la maison de sa voix. Il m'aidait à choisir mes robes, me disait que j'étais belle, que le temps n'avait rien changé. 3 mois plus tard, il m'a proposé de s'installer ici, pour ne plus perdre une minute. J'ai accepté sans réfléchir. Mon fils a voulu parler. Béatrice, elle, a gardé ce silence méprisant que je refusais d'entendre. Nous avons voyagé. La Provence, la Toscane, des chambres d'hôtel aux draps frais, des dîners où il me prenait la main sous la table. Parfois, je rougissais de sentir son regard sur moi, comme si j'étais redevenue une jeune femme. Il me photographiait sans cesse, répétant que j'étais la plus désirable des femmes. Et je le croyais, parce que j'avais besoin d'y croire. Je me réveillais souvent avant lui, le visage tourné vers la fenêtre ouverte. L'air sentait la lavande et l'été. Je le regardais dormir et je me disais que, peut-être, j'étais en train de recevoir la revanche que j'espérais, celle d'être aimée encore une fois, avec le corps et le cœur. Après ces voyages, Hugo a commencé à parler d'avenir. Il disait qu'on avait perdu assez de temps à souffrir chacun de son côté. « On devrait se marier, Madeleine. Tu mérites d'avoir quelqu'un qui porte ton nom. » La première fois qu'il l'a dit, j'ai cru que mon cœur s'arrêtait. Plus personne ne m'avait proposé de partager sa vie depuis Pierre. Il répétait que l'âge ne comptait pas,
que nos rides étaient juste la preuve qu'on avait aimé, qu'on avait vécu. Parfois, il s'asseyait près de moi sur le canapé, prenait mes mains dans les siennes et me regardait longtemps, sans rien dire. Ces silences-là me bouleversaient plus que les plus belles déclarations. Un soir, il a sorti un petit écrin en velours bordeaux. Il contenait une bague fine, ornée d'une pierre claire. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, » a-t-il murmuré. « Mais je veux que tu saches que je t'aime vraiment. » J'ai fondu en larmes. J'aurais voulu croire qu'il n'y avait aucune ombre derrière cette demande. Peu après, il a commencé à parler d'organiser une petite cérémonie. Juste toi, moi et quelques proches. Il disait que l'amour n'avait pas besoin de faste, qu'il suffisait d'un engagement sincère. J'ai hoché la tête, émue. Je ne savais pas encore qu'en même temps qu'il parlait de mariage, il apprenait à connaître chaque recoin de ma maison, chaque détail de ma vie. Si j'avais été moins avide de tendresse, j'aurais peut-être vu que derrière les baisers se cachaient d'autres intentions. Mais à ce moment-là, je croyais encore qu'il m'aimait plus que tout. Je me souviens très bien du premier moment où j'ai senti un doute. C'était un mardi matin. Il cherchait ses clés et je l'ai vu glisser mon portefeuille dans le tiroir de l'entrée, comme s'il voulait cacher qu'il l'avait pris. Il a souri, un peu nerveux. « Je voulais juste vérifier que ta carte bancaire était là. » J'ai hoché la tête, sans répondre. Après ça, il y a eu les petites absences, les week-ends en reportage dont il revenait avec si peu de photos, les achats réglés avec ma carte qu'il expliquait toujours avec des mots doux. Je les ai pris pour nous. J'ai commencé à trouver des factures d'hôtel, parfois à 2 heures de route. J'avais besoin de calme pour travailler. Un soir, en vidant la poche de sa veste, j'ai trouvé un reçu pour un bijou acheté à une autre adresse. Mon cœur s'est serré. Je l'ai confronté. « C'est pour moi ?» Il a ri, m'a embrassé sur la tempe. Évidemment, c'était une surprise. Et j'ai voulu le croire. Pourtant, chaque fois qu'il m'embrassait, une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai choisi de la faire taire, parce que l'idée d'être à nouveau seule me faisait trop peur. Je ne me rendais pas compte que j'avais passé des heures assis dans cette pièce, à ruminer le passé et à essayer de comprendre si c'était de l'amour ou une illusion. Petit à petit, la fatigue m'a gagnée et je me suis endormie là, habillée, avec la photo sur les genoux. Je me suis réveillée en sursaut. La lumière du couloir découpait l'ombre d'Hugo sur le mur. Il est entré, l'air surpris. Il sentait le vin et un parfum sucré qui n'était pas le mien. « Je t'ai cherché », murmura-t-il en se penchant. J'ai raccompagné Béatrice et Isabelle, puis j'ai vu un ami au bar. Il souriait, comme si tout cela était innocent. Je me suis forcée à hocher la tête, le cœur battant trop fort. Il s'est allongé près de moi, a passé son bras autour de ma taille. Je sentais mon corps se raidir. Je ne voulais pas qu'il devine mes soupçons. Alors j'ai fermé les yeux, retenant ma respiration, jusqu'à ce que le sommeil me reprenne. Le lendemain matin, il est parti tôt pour régler des affaires urgentes. Quand j'ai entendu la porte claquer, j'ai senti que je n'avais plus le droit de me mentir. J'ai vidé le tiroir où je gardais mes relevés bancaires. Les chiffres me sautaient au visage. Retrait en liquide, bijoux vendus, dîner dans des restaurants que je ne connaissais pas. Je me suis assise, glacée. Il avait vidé une partie de mes comptes, pendant que je croyais encore à ses serments. Le soir, il est rentré comme si de rien n'était. Il m'a embrassée, a caressé mes cheveux. J'ai senti mes larmes monter, mais je les ai avalées. Nous avons dîné et je l'ai laissé me raconter sa journée pendant que je souriais, calmement. Quand il m'a prise dans ses bras, je n'ai pas reculé. C'était peut-être notre dernière nuit. Il était plus occupé que d'habitude, et moi, au lieu de fermer les yeux comme je le faisais avant, je continuais à le regarder dans les yeux, comme si je pouvais pénétrer son âme et dire « Je sais que tout cela n'est qu'une farce. »
Mais je voulais qu'il croie que je ne savais rien. Le matin suivant, il a préparé son sac pour un week-end de travail. Il m'a embrassée sur le front. Je t'appelle dès que j'arrive. J'ai attendu que sa voiture disparaisse dans l'allée. Puis j'ai pris mon manteau et j'ai appelé un taxi. Ma voix tremblait. « Suivez cette voiture grise, s'il vous plaît. » Le taxi roulait lentement derrière la voiture grise d'Hugo. La pluie tombait en rideaux sur le pare-brise, brouillant les contours de la route. J'avais les mains crispées sur mon sac. Chaque virage me paraissait interminable. Je me répétais que si je le voyais entrer chez une inconnue, je saurais enfin. Mais une partie de moi priait encore pour que ce soit un malentendu. Au bout de 40 minutes, il a tourné dans une rue familière. Mon cœur s'est serré. C'était le quartier où vivait Béatrice. Le taxi s'est garé un peu plus loin, le moteur au ralenti. J'ai baissé la vitre, la pluie me fouettant le visage. Hugo sortait de la voiture, son sac à l'épaule. Il a regardé autour de lui avant de sonner. La porte s'est ouverte. Béatrice est apparue, une silhouette pâle sous l'ampoule du porche. Je l'ai vu lever la main, comme pour lui caresser la joue. Il est entré sans hésiter. La porte s'est refermée. J'ai senti une nausée monter. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi ma propre fille? Le chauffeur s'est tourné vers moi, gêné. « Madame, on fait quoi ?» J'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas repartir sans savoir. Je lui ai demandé de m'attendre. J'ai ouvert la portière. La pluie s'infiltrait sous mon manteau, glacial. Chaque pas me coûtait un effort. Mais je n'allais plus reculer. Arrivé devant la maison, j'ai posé la main sur la sonnette. Mon doigt tremblait. Peut-être que j'étais en train de devenir folle. Peut-être que j'allais découvrir quelque chose qu'on ne pardonne jamais. Mais je n'avais plus le choix. Quand Béatrice a ouvert la porte, elle a eu un sursaut. Son regard est passé de la surprise à la panique. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait. J'ai senti mon ventre se serrer. J'ai voulu croire que j'avais mal vu, que Hugo était seulement venu réparer quelque chose, que j'étais folle de soupçonner ma propre fille. « Il est où ?» ai-je murmuré. Béatrice a baissé les yeux, comme une enfant prise en faute. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Ses doigts se sont crispés sur le rebord de la porte. Elle a jeté un regard derrière elle, puis m'a attrapée doucement par le bras. « Maman, s'il te plaît, ne monte pas !» Sa main tremblait contre la mienne. Dans le couloir, j'entendais des bruits étouffés, des pas, une voix masculine que je connaissais par cœur. Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. « Il est ici, n'est-ce pas ?» Elle ne répondait pas. Ses lèvres tremblaient. J'ai fermé les yeux une seconde. Peut-être qu'il y avait une explication. Peut-être que j'étais en train de me ridiculiser. « Dis-moi la vérité. » ai-je soufflé. Béatrice secouait la tête, incapable de me regarder. Dans ce silence, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Alors j'ai repoussé ma fille et j'ai fait un pas dans le couloir. Béatrice a tenté de me retenir une dernière fois, la voix brisée. « Ne fais pas ça !» Mais je n'écoutais déjà plus. Je suis entrée dans le couloir, mes pas lourds, comme si je portais tout le poids de ma vie. Béatrice marchait derrière moi, les bras tendus, les suppliques devenues des cris étouffés. « Maman, je t'en supplie, ne monte pas. » Sa voix se brisait, pleine de panique. Mais je n'écoutais plus rien. Je me suis arrêtée au pied de l'escalier. Chaque marche me paraissait une montagne. Je tremblais de rage et de peur. « Pourquoi ?» ai-je murmuré, la gorge sèche. Béatrice a posé une main sur la rampe, m'agrippant le bras. « Ne fais pas ça, je t'en supplie. » Tout est sorti d'un coup. La honte, la colère, la terreur. J'ai repoussé sa main violemment. « Lâche-moi !» Ma voix ne me ressemblait plus. Elle a vacillé, les larmes débordant. « Maman !» Je l'ai écartée d'un coup d'épaule. Mon cœur battait si fort que j'avais la nausée.
J'ai monté les marches une à une. En haut, le couloir semblait plus étroit, irrespirable. Je me suis figée. Derrière la porte fermée, j'ai entendu des rires étouffés. Les mêmes rires complices qu'ils avaient à partager à la table de Pâques. Un parfum sucré s'échappait sous la fente de la porte. Je savais. Même avant d'ouvrir, je savais. J'ai posé la main sur la poignée. Elle brûlait contre ma paume. Mon cœur battait si fort que je croyais entendre son écho dans mes tempes. J'ai tourné le poignet et j'ai ouvert la porte d'un geste sec. La lumière était tamisée, presque complice. Le drap avait glissé sur le sol. Hugo était allongé entre les cuisses d'Isabelle, le dos nu, la respiration courte. Leurs deux corps bougeaient encore quand ils ont tourné la tête vers moi. Un gémissement s'est étouffé dans l'air. Je suis restée figée. Mes jambes refusaient d'avancer ou de reculer. Isabelle n'a même pas essayé de se couvrir. Elle s'est redressée légèrement, les bras posés sur les drapés froissés, un sourire glacé sur les lèvres. « Tu croyais quoi, mamie? Que tu pouvais acheter l'amour ?» Sa voix était venimeuse, presque fière. Hugo s'est relevé d'un bond, le torse découvert, la main tendue vers moi. « Madeleine, c'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. » Mais je ne pouvais plus entendre sa voix. Derrière moi, j'ai senti Béatrice arriver, essoufflée. Elle a poussé un cri étranglé en découvrant la scène. « Isabelle! Mon Dieu !» Elle s'est retournée vers moi, les yeux remplis d'effroi. « Maman, sors d'ici, je t'en supplie !» Je ne bougeais pas. Je regardais ses draps sales, ses deux corps nus, la sueur, le parfum fruité qui me donnait la nausée. Tout tournait autour de moi. Isabelle s'est levée, nue, et a marché jusqu'au bord du lit, les épaules droites. « Tu n'as jamais été qu'une vieille femme pathétique, » a-t-elle lancé, la voix dure. « Tu croyais qu'il t'aimait? Il riait de toi. » Mes oreilles bourdonnaient, mes mains tremblaient. Béatrice a voulu refermer la porte, mais j'ai posé ma paume dessus, incapable de détourner les yeux. Hugo avait baissé la tête. Il se rhabillait déjà, maladroitement. Dans un dernier sursaut, j'ai senti quelque chose se casser en moi. Un cri est monté, rauque, animal. Je n'ai pas reconnu ma voix. Béatrice pleurait, Isabelle souriait, et Hugo me suppliait. J'ai reculé d'un pas. J'ai vu mon reflet dans le miroir derrière eux. Une vieille femme en robe beige, le visage dévasté. Et j'ai su qu'il ne restait plus rien à sauver. Je ne me souviens pas avoir descendu les escaliers. Tout mon corps tremblait. Mes yeux ne voyaient pas plus rien. Je crois que Béatrice me parlait, que Hugo criait mon prénom. Mais c'était comme si un mur de verre m'en séparait. Quand j'ai atteint le trottoir, la pluie tombait encore. J'ai marché sans parapluie, les cheveux trempés, les larmes mélangées à l'eau froide. Chaque pas me semblait irréel, comme si je flottais hors de moi. Le taxi était toujours là. Le chauffeur a écarquillé les yeux en me voyant. Je me suis engouffrée sur la banquette arrière, incapable de dire un mot. Il a compris que je n'avais plus de destination à donner. Alors il m'a ramenée chez moi, en silence. Dans l'allée, j'ai levé les yeux vers ma maison, la façade blanche que j'avais peinte avec Pierre. Tout me paraissait vide, comme si la vie que j'avais cru reconstruire n'avait jamais existé. Je suis entrée. J'ai refermé la porte derrière moi. Et je suis restée adossée au bois, le visage ruisselant, le cœur en lambeaux. C'est là que j'ai su que je ne pouvais plus reculer. Je suis restée un long moment, adossée à la porte. Puis j'ai senti une colère froide remplacer la honte. J'ai marché jusqu'à la cuisine, chaque geste plus ferme que le précédent. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé le serrurier. Ma voix ne tremblait pas. Venez changer toutes les serrures, tout de suite. J'ai raccroché le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Hugo essayait désespérément de me parler et, à chaque appel, la colère montait en moi. En attendant, je suis montée dans la chambre que je partageais avec Hugo. J'ai ouvert son armoire.
Une odeur de son parfum s'en est échappée, presque obscène. J'ai sorti ses chemises, ses pantalons, ses livres de photographie. Chaque objet me donnait envie de hurler. Quand le serrurier est arrivé, il a compris d'un seul regard. Il a travaillé vite, sans poser de questions. En moins d'1 heure, toutes les clés avaient été changées. Je l'ai payé en liquide, la main ferme. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai senti un premier soulagement. Je suis retournée dans la chambre. J'ai mis toutes les affaires de Hugo dans des sacs poubelles noirs. Ses montres, ses lunettes, même ses chaussures. Rien ne resterait ici. J'ai traîné les sacs jusqu'à la véranda, sous la pluie battante. Quand tout fut dehors, je me suis tenue debout dans le silence. Je respirais plus profondément. J'étais encore brisée. Mais je n'étais plus une victime immobile. J'avais commencé à reprendre ma place. La pluie tombait encore quand j'ai entendu le bruit de sa voiture dans l'allée. Je suis restée derrière la porte, le cœur battant, les bras croisés. Pendant 1 seconde, j'ai cru que je n'aurais pas le courage d'ouvrir. Mais quand il a frappé, j'ai su que je ne reculerais plus. J'ai entrouvert la porte juste assez pour le voir. Il était trempé, ses cheveux collés au front. Ses yeux cherchaient les miens, implorants. « Madeleine, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. » Sa voix était rauque, presque brisée. Je ne disais rien. La pluie battait contre le seuil. Il a tourné la tête et a vu ses affaires entassées sur la véranda. Les sacs noirs dégoulinaient sous l'averse. Ses épaules se sont affaissées. C'était qu'une fois, tu comprends? Une erreur. Je t'aime. Il a tendu la main comme si un simple contact pouvait effacer tout le reste. J'ai secoué la tête. Si tu poses un pied ici, j'appelle la police. Ma voix était calme, trop calme. Ses lèvres ont tremblé. Il a regardé la maison, puis les sacs détrempés, comme s'il comprenait enfin qu'il avait tout perdu. Je refermai la porte sans un mot. Je l'ai entendu crier mon prénom, frapper encore. Mais je suis restée dos à la porte, immobile. Pour la première fois, je savais que je n'allais pas céder. Quand le silence est revenu, j'ai senti mes jambes céder. Je me suis laissée glisser contre la porte. Je respirais par petites bouffées, comme après un naufrage. Mais je savais que je ne devais pas m'arrêter là. Je me suis relevée et je suis allée jusqu'au bureau. Le vieux secrétaire en bois où Pierre rangeait ses dossiers. J'ai pris mon carnet de comptes, mon téléphone, et j'ai composé le numéro de la banque. Ma voix était plus posée que je ne l'aurais cru. Je veux bloquer toutes les cartes liées à mon compte. Oui, toutes. L'agent m'a posé des questions, une par une. Je répondais mécaniquement, notant les numéros d'opposition. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un vide immense, mais aussi un premier soulagement. Il ne toucherait plus un centime. J'ai pris les dossiers où figuraient nos procurations, les donations, les relevés. Tout ce qu'il avait signé ou utilisé. Je les ai posés sur la table, en piles bien nettes, puis j'ai appelé un avocat. Je souhaite déposer plainte pour abus de faiblesse et escroquerie. Les mots me brûlèrent la langue. Mais je n'ai pas hésité. Quand j'ai raccroché, j'ai senti que ma maison était un peu moins sale. Comme si chaque acte pour me protéger lavait une partie de cette honte. Le lendemain, je me suis réveillée avant l'aube. La maison semblait plus vide que jamais. J'ai bu un café noir, debout dans la cuisine, sans même allumer la lumière. Je savais qu'il fallait finir ce que j'avais commencé. Vers 8 heures, je suis montée dans le taxi. Mon sac contenait tous les documents, les factures, les relevés bancaires, les procurations qu'il m'avait fait signer. Chaque feuille était une preuve de sa duplicité. Au commissariat, l'agent m'a regardé avec une prudence polie. « Vous êtes sûr de vouloir déposer plainte ?» J'ai senti mes joues brûler. Je savais qu'il pensait que j'étais une vieille femme naïve. Peut-être que je l'étais, mais plus maintenant. « Oui », ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai tout raconté.
L'argent disparu, les mensonges, la trahison, la honte. Quand j'ai posé la dernière signature, j'ai eu l'impression de déposer un fardeau qui pesait sur mes épaules depuis trop longtemps. En sortant, le vent glacé m'a fouetté le visage. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie un peu plus légère. Quand je suis rentrée du commissariat, je me suis assise dans le salon vide. Le silence me paraissait moins lourd qu'avant. J'ai pris mon téléphone, les mains glacées, et j'ai composé le numéro de mon fils cadet. Il a décroché aussitôt. « Maman, tout va bien ?» Sa voix inquiète a fait céder quelque chose en moi. Les larmes ont jailli sans prévenir. Je n'ai pas su par où commencer. Alors j'ai tout raconté, d'une voix hachée. Hugo, Isabelle, l'argent, la honte. Il n'a pas parlé tout de suite. Puis j'ai entendu un soupir long, comme s'il essayait de contenir sa colère. « Je viens demain. On va régler ça ensemble. » Ces mots ont été comme un baume. Pendant 5 ans, je m'étais crue seule. Je ne l'étais pas. Le lendemain, il est arrivé avec sa femme et leurs enfants. Il m'a prise dans ses bras sans poser de questions. Ses mains fortes dans mon dos m'ont rappelé que j'étais encore quelqu'un qu'on pouvait aimer. Mon fils est resté quelques jours et m'a aidé dans mes démarches administratives. Il a également conseillé à sa sœur de témoigner, confirmant mon témoignage, ainsi qu'à Isabelle, affirmant qu'elle avait été séduite par Hugo qui lui avait promis faussement de devenir mannequin. Ma belle-fille m'a aidé à réorganiser la maison, à combler les vides, et les enfants ont été un véritable réconfort au milieu de cette tempête d'émotions. Quand ils sont repartis, j'ai su qu'il me restait une famille. Pas parfaite, mais une famille qui ne me tournerait jamais le dos. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. La salle d'audience était froide, avec des bancs en bois qui sentaient fort la poussière. J'étais assise au premier rang, le dos droit, les mains jointes sur mes genoux. Je refusais de baisser les yeux. Hugo ne m'a presque pas regardé. Il portait un costume sombre, trop grand pour lui, comme s'il avait rapetissé depuis le jour où je l'avais trouvé avec Isabelle. Quand le juge a lu les chefs d'accusation, abus de faiblesse, escroquerie, manipulation, j'ai senti mes joues brûler. Mais je n'ai pas détourné le regard. Il a tenté de pleurer, d'expliquer qu'il m'aimait, qu'il n'avait pas voulu me blesser. Ces mots tombaient dans le silence comme des cailloux dans un puits. Je savais que plus rien ne me toucherait. Quand la condamnation est tombée, 2 ans de prison avec sursis, interdiction de me recontacter, obligation de me rembourser, j'ai eu envie de pleurer. Pas de douleur, de soulagement. En sortant du tribunal, j'ai levé le visage vers le ciel gris. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus honte de marcher seule. Quelques jours après le jugement, je me suis assise devant mon bureau, le testament posé devant moi. La maison était silencieuse. J'ai lu chaque ligne avec une attention glaciale. Puis, j'ai sorti une feuille vierge. Je savais que je ne voulais pas laisser ce geste sans explication. D'une écriture lente, j'ai noté ces mots. Je sous-signais, Madeleine Durand, souhaite que ni ma fille Béatrice, ni ma petite-fille Isabelle ne reçoivent un centime de mes biens après ma mort. Je prends cette décision en pleine conscience. Ma main s'est immobilisée un instant, puis j'ai continué. Béatrice, parce que tu as choisi de détourner les yeux, de protéger ta propre tranquillité plutôt que de défendre ta mère. Isabelle, parce que tu as pensé qu'humilier une vieille femme serait un divertissement et une revanche. Je vous laisse vos certitudes et vos rires complices. Moi, je reprends ma dignité. Je me suis arrêtée, le stylo suspendu au-dessus du papier, et j'ai ajouté d'un trait sec « Isabelle, peut-être trouveras-tu encore du réconfort entre les cuisses de Hugo quand il sortira de prison. Je te le laisse volontiers, il n'a jamais eu de valeur. » Quand j'ai signé, mes doigts ne tremblaient pas. Ce n'était pas une vengeance, c'était un testament de lucidité. En rangeant le dossier, j'ai senti une porte se fermer en moi, définitivement. Les semaines suivantes ont été étranges.
Chaque matin, je me réveillais dans une maison qui me paraissait plus vaste qu'avant. Il n'y avait plus de voix pour me juger, plus de rires pour me rabaisser. Juste le silence et mes souvenirs. Au début, ce silence me faisait peur. Puis j'ai compris qu'il était plus doux que toutes les humiliations. Je me suis mise à ranger les armoires, à jeter les photos où Hugo apparaissait. Chaque sac poubelle était comme une mue. Je me suis surprise à sourire en préparant un café, à allumer la radio sans craindre de déranger quelqu'un. Ces gestes minuscules étaient mes premières victoires. Un soir, j'ai ouvert la boîte où je gardais les lettres de Pierre. Je les ai relues une à une, sans pleurer. Il me rappelait que j'avais été aimée d'un amour vrai. Cela suffisait. Quand j'ai refermé la boîte, j'ai su que je n'étais plus la vieille femme trahie. J'étais simplement Madeleine. Et c'était assez. Les mois ont passé. J'ai pris l'habitude d'appeler mon fils chaque dimanche, pas seulement pour les grandes occasions. Il m'a proposé de venir plus souvent, et j'ai accepté. Être entourée de ses enfants, de sa femme, m'a rappelé que j'avais encore une place quelque part. J'ai recommencé à sortir seule, sans avoir honte. Un après-midi, j'ai pris le train pour Lyon, juste pour voir une exposition. Un autre jour, je me suis offert un week-end à Florence, dans un hôtel discret, où personne ne connaissait mon histoire. Sur la route, j'ai rencontré des femmes de mon âge, qui voyageaient comme moi, pour se prouver qu'il n'est jamais trop tard. Avec certaines, j'ai gardé le contact. Nous nous écrivons des cartes postales, comme des adolescentes. Ce matin, je suis assise à la terrasse d'un café à Bruges. Le ciel est clair, l'air sent le pain chaud. Je repense à tout ce que j'ai vécu, aux humiliations, aux mensonges, aux jours où j'ai cru que je n'étais plus rien. Et je comprends que cette histoire, c'est moi qui la raconte maintenant. Je ne sais pas si tout arrive pour une raison, mais je sais qu'il y a toujours un moment où l'on peut dire « assez ». Aujourd'hui, je suis libre. Et c'est tout ce qui compte. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, merci. Peut-être que vous aussi, vous avez connu la trahison, la solitude, le doute. Peut-être que vous pensez que c'est trop tard pour reprendre votre place. Moi, je croyais la même chose. Et pourtant, regardez-moi aujourd'hui. Je suis libre. Et vous, qu'est-ce qui vous retient encore? Si vous le souhaitez, laissez un message à cette grand-mère. Je vous lirai. Peut-être qu'ensemble, on trouvera le courage de recommencer.